Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Le 23 février 1999 restera comme un jour extrêmement noir dans l'histoire récente de la ville de Vevey et même de la région tout entière. S'agissant des incendies, on se souvient peut-être des incendies des entrepôts de Vevey en 1976 et surtout de celui du casino de Montreux en 1971. Mais ces deux sinistres-là n'avaient fait aucune victime humaine. En revanche, il n'y a pas eu de mort non plus, mais 12 blessés, dont 3 grièvement atteints. 200 personnes sinistrées au total, dont plusieurs dizaines qui ont tout perdu d'un coup et qu'il a fallu reloger d'urgence. Le drame de Gilamont restera donc longtemps encore dans nos mémoires. Pourquoi revenir sur cet événement aujourd'hui, 2 semaines plus tard? Parce que de multiples questions se posent encore, dont certaines sont extrêmement délicates. Premièrement, il y aura toujours des incendies, bien entendu, et malheureusement. Mais personne ne comprend ni n'explique encore pourquoi, à ce jour, les flammes de Gilamont se sont propagées à la vitesse de l'éclair. Le film que nous diffuserons au cours de cette émission est à cet égard aussi douloureusement explicatif que révélateur. Deuxièmement, on sait qu'une enquête pénale est en cours et qu'une expertise a été également ordonnée. Alors, sans préjuger de leurs conclusions, nous nous empêcherons sur ce plateau de le faire. Les victimes, la population attendent quand même certaines réponses intermédiaires. Premièrement, enfin pas premièrement, mais surtout, est-ce que les conditions de sécurité offertes aux habitants, aux 200 habitants de ces immeubles de Gilamont Village étaient suffisantes avant le sinistre et le seront-elles demain? On sait que la question est encore plus d'actualité puisque aujourd'hui même, la municipalité doit, ou non, mais je pense qu'elle le fera, on en parlera tout à l'heure, donner l'autorisation à ceux qui le peuvent de retrouver leur logement. Pour ce faire, 5 mesures ont été ordonnées. Ces 5 mesures sont les suivantes. Dépose partielle des vitrages nord, installation d'extincteurs et de postes d'incendie, enlèvement des objets et des meubles laissés sur les balcons, réalisation d'orifices de ventilation à l'arrière des réfrigérateurs, aménagement côté sud du chemin extérieur d'accès pour les pompiers et dans les immeubles eux-mêmes de voies de secours. D'autres mesures d'ailleurs seront prises ultérieurement en entente avec l'établissement cantonal d'assurance. Nous ferons donc le point sur ces questions avec les 4 personnes qui sont sur ce plateau que je vous présente maintenant. Monsieur Marc-Olivier Burdet, chef de la division prévention de l'établissement cantonal d'assurance, plus connu sous son sigle ECA. Monsieur Philippe Petitpierre est directeur de la compagnie industrielle et commerciale du gaz, dont le siège est à Vevey même. À ma droite, monsieur Pierre-André Pernoud est secrétaire municipal et à ce titre porte-parole de l'exécutif veveysan. Et enfin, monsieur Franco Cortolesis, chef des services sociaux de la commune de Vevey. Voilà. Alors, premier volet de cette édition spéciale, l'incendie lui-même. Sous réserve de l'expertise en cours, encore une fois, il apparaît que le feu a pris naissance derrière un réfrigérateur. Présent dans notre émission d'actualité, vous ici, du vendredi 26 février dernier, le commandant du feu, Plante-Rose d'Auberville, était à ce sujet catégorique. Il semble effectivement que c'est un réfrigérateur qui ait déclenché l'incendie. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails? Alors, il est tout à fait vrai que c'est un réfrigérateur qui a déclenché ce début d'incendie. Mais je vous rappelle qu'un incendie de réfrigérateur est un incendie au départ banal. On en a souvent. C'est un appareil comme la télévision qui présente certains risques, notamment quand ils sont castrés. Et si toutes les données ne sont pas respectées, on a des débuts d'incendie autant de télévision que de réfrigérateurs. Néanmoins, c'est le premier incendie de réfrigérateur que je vois se développer pareillement. Alors, ce constat est apparemment corroboré par la police scientifique et par l'ECA, mais restons prudents. Nous avons recueilli le témoignage du locataire de l'appartement où le sinistre s'est déclaré. Il s'agit de M. Mohamed Salim, qui est un traiteur marocain installé d'ailleurs au centre-ville. M. Salim émet notamment l'hypothèse que le mode d'emploi de cet appareil ménager a pu glisser derrière celui-ci avant qu'une grille de sécurité soit posée. Beaucoup de questions tournent effectivement autour de ces fameuses grilles qui se trouvent sur les réfrigérateurs. Nous sommes allés aussi dans un appartement voisin chez Mme Berthollet, locataire d'un appartement qui est rigoureusement semblable à celui qu'habitait M. Salim, toujours en compagnie de ce dernier. Visite guidée. Vous pouvez nous dire où on se trouve ici? C'est mon ancien appartement où j'habitais avec mes enfants, avec un duplex. Le feu, il est parti d'où? Vous arrivez à nous dire à peu près où c'était? Suivant les enfants et ma femme, c'est fait partir au niveau de la ventilation, à la cuisine qui se trouvait au fond de ce terrain qu'on voit là. Cette cuisine-là, elle est
Elle est identique à la vôtre? Oui, celle-ci, oui. Exactement la même, oui. Où on habitait. Et puis, C'est même la même grandeur, si on peut dire. Ce que les enfants ils ont constaté après c'est ma femme, c'est que le feu il partait au niveau de la ventilation. Ce qui veut dire la fumée, il sortait à partir de là. Vous voyez. Alors après, bon, bah, le feu a vite pris. Alors suivant la police, bon, au début, tout le monde croyait que c'est ma femme qui a oublié une plaque ou avec de l'huile ou autre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il était choqué. Mais finalement, c'était avéré que c'était plutôt un problème de frigo. Mais la police scientifique, ils ont constaté qu'il n'y avait aucune plaque allumée au moment de l'incendie. Alors bien sûr, comme ça, c'est communicant, alors la fumée ou autre, il peut passer par derrière. C'est ce qui explique que les enfants, ils ont constaté le feu au niveau de la ventilation. comment vous expliquez? Est-ce que vous pensez que c'est la cause du bois? Comment ça a pris feu? Vous avez une idée, vous expliquez ça comment? Je ne pense pas que c'est à cause du bois, ça c'est clair. Le bois, il n'est pas en cause. D'ailleurs, on le constate dans d'autres endroits que le bois a bien résisté au feu. Alors, le directeur de la maison lausannoise d'agencement de cuisine qui a donc équipé tous les immeubles de Gilles-Hamon Village n'a pas souhaité s'exprimer sur cette question, et notamment sur une autre, que, semble-t-il en tout cas, certaines des grilles qu'on va voir n'ont pas été posées au début de la construction, mais seulement en cours d'exercice. Et même, selon un témoignage, certaines d'entre elles n'auraient été posées que quelques jours avant l'incendie. Regardez. Moi, j'ai pas de grille sur le frigo. Hein. Il y avait soi-disant quelqu'un qui devait venir vérifier. Moi, j'étais à la maison lundi matin, il n'y a personne qui est venu. Donc voilà. Quoi. Vérifier les frigos, c'est quoi ça? Il devait venir vérifier les grilles d'aération. Et moi, j'ai vu personne. Mais suite à quoi? C'est vous qui êtes plaint? Ils ont dit ça pourquoi? J'ai aucune idée. Je sais que quelqu'un devait venir, une entreprise devait venir pour vérifier. Mais moi, j'ai vu personne. Quoi. Quelques jours avant l'incendie, vous avez reçu la visite de quelqu'un qui est venu inspecter votre cuisine. Vous pouvez me dire ce que cette personne a fait, pourquoi elle est venue là? Alors, je suis restée là exprès parce que je savais que cette personne arrivait, c'était le matin. Cette personne est arrivée, moi j'ai trouvé étrange qu'il vienne inspecter le frigo, tout d'un coup. Et bon, le monsieur est entré, il est rentré dans la cuisine, il a fait une seconde, il a regardé, il m'a dit c'est bon. Moi je m'attendais à ce qu'il démonte quelque chose, ou je sais pas, c'est rien passé. Puis bon, il est reparti comme il est venu, ça fait une seconde, il a dit bon, c'est en ordre. Voilà, l'installateur n'a pas donc souhaité, il préfère que ce soit les architectes qui le fassent. Eh bien, les architectes, nous avons bien sûr aussi essayé de les contacter. Et même réponse en quelque sorte, messieurs Gilles Bellman et Michel Pedrolini, conseillés par leur avocat, ont décidé de ne plus répondre aux médias avant les conclusions de l'enquête, respectivement de l'expertise. Tout ce que nous avons pu néanmoins savoir, c'est que les architectes semblent, j'insiste toujours sur le conditionnel, mettre en doute la thèse du réfrigérateur. S'appuyant sur des déclarations du fabricant des réfrigérateurs, la maison Zug, il considère qu'un frigo en état de surchauffe à l'arrière ne saurait absolument dépasser une température de 50 à 60 degrés, température qui ne pourrait mettre le feu à du papier. C'est une possibilité. Nous avons donc vu dans quel appartement le sinistre s'est déclaré. Nous avons posé la question de savoir si l'origine du sinistre est bel et bien due à une défectuosité d'un réfrigérateur, sans exclure qu'il s'agisse peut-être aussi d'une négligence. Chacun sait que la hotte de ventilation d'une cuisinière est très souvent emplie de particules d'huile et donc très inflammable. Nous avons constaté qu'on ne saurait écarter la relation de cause à effet entre le réfrigérateur, la hotte et les tuyaux d'évacuation donnant sur l'extérieur du bâtiment. Voici un document. Alors on voit derrière cette grille précisément les tuyaux qui donnent sur l'extérieur, qui ont pu, avec le bois qui est là peut-être, contribuer à la rapidité avec laquelle s'est propagé le sinistre de Gilles-Hamon. Voilà, alors retour sur le plateau d'ici Télévision. Monsieur Burdet, vous êtes donc le chef de la division prévention de l'établissement cantonal d'assurance. Alors précisément la première question, ces mesures de sécurité telles qu'elles étaient avant,
était-elle suffisante dès lors qu'on voit aujourd'hui que vous imposez des mesures beaucoup plus contraignantes pour accorder aux habitants qui veulent retourner chez eux une sécurité supplémentaire? Tout à fait. Alors, avant de parler des mesures que nous avons préconisées pour le relogement des locataires, j'aimerais tout d'abord clarifier un point important, c'est que lorsque un bâtiment va être construit, nous appliquons en matière de prévention des incendies une norme qui est établie par l'AEAI, c'est-à-dire l'Association des établissements d'assurance incendie. Et cette norme est très sévère et dicte la manière dont le bâtiment doit être conçu en matière de prévention. Cela étant, les normes ont été vraisemblablement respectées, mais ce que l'on doit constater, c'est que ces normes qui peuvent concerner le 99% des bâtiments construits, dans le cas présent, se sont avérées vraisemblablement insuffisantes. Donc nous constatons, je dirais, un échec en matière de prévention, mais alors que la norme, en fait, donnait des indications qui faisaient penser que la conformité était établie. D'accord. Monsieur Pernoud, est-ce que c'est la commune de Vevey qui accorde les permis d'habiter dans ces cas-là? C'est la commission de salubrité, si je crois exact. Est-ce que vous-même, vous vous êtes à l'époque reporté sur les CA pour accorder ce permis en disant les normes sont respectées? Comment ça s'est passé? Bien évidemment, toutes les procédures de consultation des instances spécialisées ont été respectées, et c'est sur cette base que la municipalité a accordé le permis de construire, respectivement d'habiter. Voilà. Maintenant, on a aussi dit tout à l'heure que vous attendez que tous les travaux soient exécutés dans la première phase avant de donner le permis d'habiter de nouveau aux sinistrés qui ont dû se reloger provisoirement pendant 15 jours ailleurs. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui garantir qu'avec ces mesures, les gens se sentent en sécurité? Bien sûr que 100%, ce ne sera jamais le cas. Alors, de l'avis des spécialistes, et nous nous basons toujours sur ces avis des personnes spécialisées, eh bien, je pense qu'on peut dire qu'il y a une amélioration des conditions de sécurité et que les conditions sont réunies pour permettre le relogement de ces locataires. Alors, mais disons, après coup, ayant vu le drame qui s'est passé, est-ce que vous n'avez pas un peu le sentiment du côté des autorités que les mesures étaient insuffisantes au niveau de toujours la sécurité? Alors, comme c'est l'a quand même dit... des questions que beaucoup se posent dans la population, pas seulement parmi les victimes. Alors, comme l'a dit M. Burdet, on avait le sentiment au départ, avant la construction, que les mesures étaient suffisantes, et puis l'expérience nous démontre qu'elles auraient pu être améliorées. Eh bien, c'est les mesures que nous prenons maintenant, c'est d'améliorer ces mesures de sécurité de façon à offrir une meilleure garantie aux locataires. D'accord. Voilà, pour les indices, bien sûr, nous n'irons pas plus loin, encore une fois, attendons les conclusions des enquêtes en cours. Il est temps de vous présenter la personne qui a eu la présence d'esprit d'empoigner une caméra vidéo avant même de savoir que l'incendie allait prendre les dramatiques proportions que l'on sait. Il s'agit de Mme Monica Celotti, qui était domiciliée jusqu'en ce funeste 23 février au 2e étage de l'immeuble Gilamont Village numéro 62. En dépit de son handicap, Mme Celotti est sourde. Cette mère de famille est une passionnée de vidéo, elle est même vidéaste professionnelle qui constitue l'un de ses gagne-pains. Elle nous explique maintenant pourquoi et comment elle a fait le choix de filmer l'incendie. Monica Celotti, vous habitez Gilamont Village. Racontez-nous comment cela s'est passé cet après-midi-là. Comment se fait-il que vous ayez filmé cet événement avant tout le monde? Je travaillais à mon bureau, à l'ordinateur. Je préparais différentes choses. Et j'avais aussi des fax à envoyer. Et je suis allée au salon. Et j'ai fait passer mes fax. Et en regardant par la fenêtre, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de bizarre. Mon fils était dehors et il y avait aussi d'autres personnes là, toutes alignées, qui regardaient. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai vu ce qui se passait. Et je me suis dit, il faut que j'aille chercher ma caméra. Bon, j'avais une caméra qui n'allait pas, donc je suis allée chercher ma deuxième caméra de réserve, ma caméra DV. Je l'ai prise et j'ai filmé. Alors elle a filmé, ce film est bien sûr un film peut-être amateur, encore qu'elle soit professionnelle, je vous l'ai dit, mais il est difficilement soutenable car il ne cache rien du drame vécu par 2 des 3 personnes grièvement blessées dans le sinistre. L'une de ces personnes dans sa chute du 4e étage,
les deux autres bloquées, l'une sur son balcon et l'autre dans l'appartement. Et la première de ces personnes a été transformée en torche vivante. Ces images-là, nous n'allons pas vous les montrer. Mais nous allons essayer de vous montrer aussi le film dans sa continuité pour que vous puissiez mesurer avec exactitude la progression ultra rapide du sinistre. Nous laisserons donc le film se dérouler en continu dans sa partie initiale, étant entendu que ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est Mme Celotti, elle est en nos studios et non pas chez elle. Regardez. Alors donc j'ai filmé. Bon, j'ai vu, je voulais prendre ce qui se passait. Je voulais voir les gens qui discutaient, les pompiers qui allaient arriver, et j'ai pensé tout d'abord que ce n'était pas grave. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était grave, et alors j'ai compris qu'il fallait continuer et qu'il fallait filmer ce qui se passait. Et le feu a commencé à monter de plus en plus, là. Et le feu, mais les personnes ne faisaient rien, les personnes ne savaient pas quoi faire. Les gens qui étaient là, après, personne n'est allé chercher de l'eau, une lance ou quelque chose. Bon, alors moi, j'ai continué à filmer. Et puis, dans un appartement, il y avait des personnes. Je me suis rendu compte qu'il y avait une dame, en plus haut aussi. Et il y avait aussi un homme qui descendait le long d'un tuyau. On va voir. Là. Et il y avait là tous ces gens, et le feu commençait vraiment à dévorer la façade de plus en plus, il grimpait de plus en plus. Et il y a aussi eu des sortes d'explosions, ça explosait d'un coup, et c'était vraiment fort, c'était vraiment grave. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, mais il faut continuer à filmer. Et j'ai continué, bon, c'était prêt, on attendait, et sur le balcon, il y avait des personnes qui criaient. Et puis, il y avait des enfants aussi, j'ai vu une personne avec des enfants, et j'ai continué à filmer tout ça. Après, il y a l'homme qui est descendu, là, donc là, je l'ai filmé. Il est remonté. Et ensuite, donc, il est remonté petit à petit. Il a averti... c'était au 4e étage. C'était un balcon au 4e étage. Et puis, ensuite, ils sont redescendus, les deux. Ils sont descendus tranquillement. Donc, il y en a un qui a glissé sur le deuxième et le deuxième l'a retenu. Donc, il l'a sauvé. Et puis, il y a eu un troisième homme qui n'a pas réussi. Il n'a pas réussi vraiment, il était à côté du balcon et bon, alors il a essayé de continuer et puis j'ai remarqué, je me suis dit j'espère qu'il ne va pas tomber, il se retenait et puis il a attendu, le feu continuait et moi je me disais mais les pompiers ne sont pas encore là. Non, et je ne sais pas, moi je n'ai pas tellement entendu, donc peut-être d'autres personnes ont entendu. Et ensuite les pompiers sont arrivés. Et le quatrième est tombé. Et en fait, il se tenait pas, je ne sais pas, il se tenait, mais il a glissé et il est tombé. Ouh, ça c'était affreux. Alors ça, c'était dur de voir ça. Et c'est vrai que ça m'a fait de la peine. Et puis bon, il y a des gens qui ont couru, qui sont allés le secourir, on l'a évacué. Et puis bon, j'ai continué à filmer, Il faut, j'avais la caméra là, ça peut être un témoignage. Et puis c'est quelque chose dont on va se souvenir. Donc c'était très important pour moi, j'ai continué.
Et puis, j'ai vu que le feu progressait de plus en plus et je ne comprenais pas pourquoi les pompiers n'étaient pas encore arrivés. Et rien ne se passait, on attendait. Le feu progressait de plus en plus. C'était vraiment comme s'il dévorait les appartements les uns après les autres. Et quand il est arrivé tout en haut, au 4e, là, il y avait déjà, je pense qu'il y avait déjà au moins 7 minutes. Et moi, je filmais et je me disais, mais j'espère que les pompiers vont arriver. Et j'étais un petit peu, j'avais peur, hein, en fait. J'étais un peu tremblante à l'intérieur de moi. Et puis, ça a continué comme... mais vraiment, mais comme une allumette. Saisissant et dramatique. Quand Mme Selloty a commencé à filmer, on le voit qu'un peu de fumée, enfin déjà beaucoup de fumée. Donc on ne sait pas, évidemment, depuis combien de temps le feu avait pris à l'intérieur. Cependant, quand nous interrompons son document que nous vous avons présenté en continu, il s'est écoulé exactement 6 minutes et 7 secondes. Pire, dès le moment où les flammes percent le bâtiment au rez-de-chaussée, il n'aura fallu que 5 minutes et 10 secondes pour atteindre le sommet de l'immeuble. Je crois que c'est là-dessus que beaucoup de gens se demandent vraiment ce qui a pu se passer. Plusieurs spécialistes du feu qui ont vu ce film ont déclaré qu'ils n'avaient jamais rien vu d'aussi rapide quant à la propagation du sinistre. Au ralenti, on peut constater que l'explosion a pour origine l'éclatement d'une fenêtre vitrée. Bref rappel en images. Voilà. Voilà, rien que de très explicable, le feu ayant largement eu le temps de se développer à l'intérieur de l'appartement de M. Salim. En revanche, Mme Selloty, ayant continué de filmer, un phénomène va se produire très exactement 7 minutes et 8 secondes après qu'elle ait mis en route sa caméra. Voilà le document. Voilà, c'est ça, c'est... On constate donc que Mme Selloty a bien fait de prendre sa caméra, que ce document est une pièce importante au dossier d'enquête. Alors on a bien vu ce jet de gaz, enfin on devrait en tout cas l'appeler du gaz, qui a peut-être considérablement accéléré la combustion de l'immeuble. S'agit-il de gaz naturel, d'un autre gaz, d'un gaz de combustion, pyrolyse ou autre? Nous avons sur ce plateau un représentant de la compagnie du gaz qui nous donne son opinion. Monsieur Petit-Pierre. Merci, M. Le Guimbel. Pour ce qui concerne la compagnie du gaz, nous sommes absolument formels. Il n'y avait pas de gaz naturel dans les étages. Les conduites d'alimentation des cuisines qui avaient été posées à la construction de cet immeuble ont toutes été coupées et interrompues physiquement à partir du mois de mai 1996. Donc nous sommes absolument formels. Il n'y avait pas de gaz naturel dans cette zone-là. Il n'y avait pas de gaz naturel, raison de plus qu'il n'y ait pas de gaz naturel, il n'y avait pas de conduite non plus dans cette zone de façade qu'on sud. comprenne bien, là vous parlez du gaz d'alimentation de cuisinières, puisque d'ailleurs tous les immeubles étaient équipés en cuisinières électriques, donc ces conduites qui avaient été posées ont été obturées. Absolument, nous sommes formels en 96 et nous avons même procédé à une mise à l'air de ces conduites et au test de résistance de ces conduites en juillet 1998, ce bordereau à l'appui. Néanmoins, il y avait quand même du gaz naturel, puisque les immeubles étaient chauffés au gaz. Mais ça se trouvait alors au rez-de-chaussée, au sous-sol.
dans une zone totalement différente et distincte de l'endroit où s'est produit le sinistre. Et là, naturellement, la conduite de gaz naturel qui alimentait la chaufferie n'a pas été touchée, il n'y a pas de fuite. Nous pouvons le constater aujourd'hui encore, cette conduite serait en état d'être remise en fonction aujourd'hui même, pour ce qui concerne la conduite elle-même. Alors, sur le gaz naturel, vous nous dites être formel. Maintenant, comment expliquez-vous alors ce jet de gaz qu'on a vu très précisément dans le document filmé de Mme Selotti? Bien, il y a naturellement plusieurs hypothèses possibles pour essayer de cerner ce phénomène. Je crois naturellement que la police de sûreté va elle-même faire ses investigations. Pour ce qui nous concerne, on peut supposer différentes possibilités, notamment une d'entre elles serait la présence dans cette zone-là d'une bonbonne de camping-gaz qui, sous l'effet de la chaleur, serait montée en pression et aurait ensuite perdu ce gaz sous la forme de cette flamme blanche. Et je rappelle ici que le gaz naturel ne peut pas brûler sous une forme blanche telle que nous l'avons vu là. Est-ce que M. vous êtes d'accord avec cette affirmation? Écoutez, je ne peux pas me prononcer non, mais par rapport à la flamme couleur blanche, du gaz. non. Là, ça n'est pas notre spécialité. Ce que je peux simplement dire, c'est que, à la vue du film, le gaz, sous quelque forme qu'il soit, n'est en tout cas pas un élément déterminant dans le développement du sinistre. Dans la propagation non plus. Donc même ce jet de gaz n'a pas eu d'effet. Non, vraisemblablement pas. On le voit à l'extérieur, mais il y a pu y avoir, si c'est une bonbonne de gaz, comme le suppose M. Petitpierre, alors ça pourrait être aussi une autre bonbonne qui aurait créé à l'intérieur une aspiration violente. Vous avez raison, mais les circonstances du développement du sinistre, et on le voit très très bien dans les premières images, montrent clairement que dans une première phase, en fait, le sinistre s'est développé dans l'appartement avec la combustion du mobilier, par exemple, ou d'éléments fortement combustibles qui pourraient être de l'huile entreposée près du foyer du sinistre, par exemple. Et on voit très clairement à la fenêtre du premier étage, parce qu'en fait, il s'agit d'un duplex. Tout à fait. Et les flammes apparaissent au rez-de-chaussée alors que la fumée apparaît au premier étage. Ce qui signifie que, en fait, une fenêtre était ouverte au premier étage. On peut imaginer peut-être que la porte d'entrée de l'appartement était ouverte. Et l'appartement s'est comporté comme une sorte de cheminée, c'est-à-dire a attisé le feu. Et lorsque on voit apparaître les flammes à la sortie du rez-de-chaussée, en fait, ça n'est pas une explosion au sens où on l'entend communément, c'est ce qu'on appelle le saut du feu, c'est-à-dire que c'est des gaz de décomposition des matériaux de la pièce, des gaz de pyrolyse, qui s'enflamment très rapidement et qui créent une pression qui fait sauter les vitres. Mais ça n'est pas à proprement parler une explosion. Est-ce que vous avez pu essayer déjà de déterminer depuis combien de temps le feu était à l'intérieur avant de sortir dans le bâtiment? On imagine bien en regardant le film qu'il y a au moins 5 minutes que le feu avait pris dans la cuisinière ou près de la cuisinière, au frigo de l'appartement de M. Salim. Alors, c'est évidemment aux enquêteurs de déterminer en fait le timing du déroulement du sinistre. Ce que nous pouvons simplement dire par expérience, c'est que un saut du feu, en général, ne se déroule pas avant 5 minutes. Et que vraisemblablement, l'alarme n'a pas été donnée immédiatement. Il y a encore un temps à additionner en fait, à cette durée-là. Donc que le sinistre a pu se développer à l'intérieur de l'appartement sans aucune intervention. Donc une durée, par exemple, de 15 minutes est imaginable. D'accord. Une question pour M. Pernou, respectivement à la municipalité. Quand on voit le document jusqu'à un certain moment, nous l'avons après interrompu, mais Mme Selotti a continué de filmer. Et on voit que les pompiers sont désarmés parce que l'accès sud était vraiment insuffisant vu ce qui s'est passé. Est-ce que ça ne vous a pas fait un choc de constater qu'au sud de Gilhamon village, l'accès était très difficile pour les pompiers, notamment pour la grandeur des échelles, ils n'arrivaient pas au 4e étage? Oui, il s'avère effectivement, et c'est les circonstances qui le démontrent, que l'accès n'était pas des plus adéquats, et raison pour laquelle, dans les mesures ordonnées, on a demandé que cet accès soit amélioré et permette un accès à des véhicules lourds. Bien. Alors, nous laisserons l'enquête continuer. Bien sûr que nous en parlerons sur cette antenne dès qu'elles seront connues. Nous abordons maintenant le second volet de notre émission spéciale, le sort des victimes de Gilhamon. Les plus à plaindre sont naturellement les 3 grands blessés, une mère et sa fille de 18 ans, atrocement brûlées, qui sont, selon nos informations d'hier encore, toujours aux cheveux, aux soins intensifs. Ainsi qu'une mère de famille qui a chuté du 4e étage. C'est dans le film, on ne vous l'a pas tout à fait montré. On a pu dire que l'état de ces blessés pour la dame qui est tombée est relativement rassurant, puisqu'elle ne devrait pas rester handicapée. Elle saura bientôt quitter l'hôpital de Montreux pour aller suivre un traitement de rééducation. En revanche, les nouvelles ne sont pas excellentes du côté des 2 grands brûlés qui sont, comme je vous l'ai dit, toujours au CHU.
Voilà, maintenant, bien sûr, il y a d'autres victimes, CNZ sauve elle, mais qui, tout en saluant, et je crois que c'est peut-être l'unanimité, l'élan de solidarité qui s'est produit dans la population à leur égard, s'inquiètent néanmoins de leur avenir proche et elle se pose de multiples questions. La première d'entre elles, pourquoi avoir démoli si vite? Et pourquoi cette interdiction faite de récupérer des objets personnels, même sous bonne escorte? Un témoignage ou deux témoignages pour commencer. Le problème est que nous avons été avertis, bon, ça a brûlé, pas de chance. Le lendemain matin, on a pu aller avec notre fille pour sortir ces deux chats, tout content de se rendre compte que l'appartement était indemne, à part un petit dégât d'eau. Elle a pris quelques habits avec ses deux chats pour pouvoir aller travailler. On est arrivé là-haut et puis son appartement, on a vu que l'armoire de sa chambre a été prise par une belle pelle mécanique. Enfin, ils ont tout foutu en l'air. Alors, ce que je trouve pas normal, c'est qu'on n'ait pas donné la possibilité, soit accompagné d'un pompier ou d'un pompier seul qui lui ait demandé où se trouvaient ses affaires personnelles, et puis qu'elle puisse les prendre. C'est ça le problème. Au lendemain de l'incendie, vous avez essayé de retourner chez vous pour récupérer des objets. Votre appartement avait été endommagé, mais il n'avait pas été complètement détruit. Non, mon appartement n'avait pas été brûlé. Le fait s'est arrêté 2 appartements avant les miennes. Et la gendarmerie m'ont téléphoné le lendemain à 10 h sur le travail, en me disant qu'il y avait une assemblée de locataires. À la fin de l'assemblée, je suis monté chez moi en espérant que je pouvais rentrer pour prendre une petite chose. Ils ne m'ont pas laissé passer. Le lendemain, j'étais chez la SCA, l'établissement condamné à l'assurance. Ils m'ont dit d'aller chez moi pour vider les frigos, les aliments. J'y étais, il y avait double couche, double barrière. Ils ne m'ont pas laissé rentrer non plus. J'étais toute l'après-midi aussi, et ça pour 4 jours. Puis, dans la nuit, à samedi et dimanche, ils ont démoli mon appartement. Dimanche matin, je vais chez moi et je trouvais un vide, un trou. Je demande des renseignements à un policier. Il me dit d'aller au poste de police parce qu'il savait quelque chose de chez moi. Je redescends à pied, parce que moi je n'ai pas de voiture, à pied. Je vais au poste de police, il me présente un carton avec 3 choses. Un Walkman, passeport et livret de famille. Je dis aux flics, à la police, que dans le même tiroir, il y avait les passeports et les livrets de famille, il y avait 2 classeurs avec des pièces de monnaie à l'argent, une collection que je tenais. Il ne sait pas où se passer. Alors, je veux savoir qui était chez moi, avec quel droit. Sur ma porte, parce qu'ils sont passés par la porte, je pense, il y avait mon nom. La police elle avait mon téléphone. Comme ils m'ont appelé pour la première séance, ils peuvent aussi m'avertir pour aller chez moi. Parce que moi, je n'ai pas peur, je me suis mis un casque sur la tête comme eux et je rentre. Parce que c'est un poutre qui tombe et tout. Moi et eux, c'est la même chose. On est des êtres humains. Alors, j'ai tout perdu, je n'ai plus rien et personne ne sait où sont mes choses. Voilà. Voilà, M. Cortolesi, c'est un témoignage, je crois, qui symbolise le dénouement d'une part, et puis peut-être quelque part, comment faire pour récupérer certaines choses qui ont toutes été prises. Comment réagissez-vous à ces témoignages? Écoutez, avec beaucoup de compassion, c'est vrai que je me mets à la place, comme la plupart de ceux qui sont intervenus dans cette sinistre affaire, des locataires qui ont tout perdu, dont la situation avant ces sinistres événements n'était déjà pas des plus brillantes sur le plan financier et qui voient aujourd'hui leurs biens, ce qu'ils avaient accumulé, leurs souvenirs, ce qui constituait leur identité parfois, complètement anéantis. Et comme le disait le dernier intervenant, ce locataire, pratiquement à son insu et devant ses propres yeux, c'est épouvantable. Et qu'est-ce qu'on peut faire devant cette situation? Eh bien, c'est ce que nous avons, nous, aux services sociaux, tenté de faire depuis ces 10 derniers 15 jours. Nous avons pris comme option déterminante et précise d'arrêter toute activité autre que celle qui consistait à se consacrer entièrement à l'écoute et à l'intervention sur le plan administratif, sur le plan financier ces questions-là, de ces personnes. D'accord. Mais la question quand même de base, est-ce qu'il fallait vraiment démolir sans doute, puisque c'était pour des questions de sécurité, peut-être le rappeler peut-être M. Burdet, c'était pour des questions de sécurité de ne plus laisser personne entrer dans ces immeubles. Tout à fait. Mais la rapidité de la démolition, elle dépendait pourquoi aussi rapidement, puisque des personnes, des pompiers casqués sont allés dans ces appartements. Pourquoi empêcher les locataires, avec prudence, de récupérer une partie de leurs effets avant la démolition? Ce n'était pas possible. Alors, ça nous est apparu impossible pour des raisons de sécurité. Nous nous trouvions déjà en face d'un drame,
avec 3 blessés graves. Et nous nous sommes entourés d'avis de spécialistes. Nous avons demandé l'avis de l'architecte, lequel était extrêmement réticent à l'idée de pénétrer dans le bâtiment. Nous avons demandé l'avis d'un ingénieur génie civil qui s'est également prononcé. Nous avons également demandé à une entreprise d'essayer de poser des étais, en fait, dans l'immeuble sinistré pour assurer la sécurité des plafonds et éviter que des parties, naturellement il s'agissait de parties de plafond, puissent tomber. Et l'entreprise nous a déclaré qu'elle ne pouvait pas réaliser cette opération-là parce que le plafond continuait, en fait, à brûler. Et périodiquement, d'ailleurs, les pompiers ont dû intervenir à nouveau parce que le sinistre, en fait, redémarrait. Donc, au vu de cette situation et d'un sinistre qui n'était pas réellement maîtrisé, nous ne pouvions pas raisonnablement prendre le risque de mettre en danger la vie des locataires pour aller rechercher des objets. D'accord. Et c'est là notre choix. Là encore, on ne peut pas répondre sur ce plateau à la question de monsieur qui demande où sont passées mes pièces de monnaie. Ben, évidemment, elles sont probablement parties dans une benne. Alors, on a aussi vu, on n'a pas d'image là-dessus, mais des bennes prendre délicatement des vélos de montagne en parfait état. Le propriétaire de ces vélos les voit passer par la fenêtre, il descend, il dit il va les poser dans le jardin, comme ça je pourrais les récupérer. Pas du tout. Il a glissé vers la benne, puis les vélos sont partis à la décharge. Ça fait très mal sur le plan psychologique, en tout cas. C'est une question d'assurance. Alors, tout d'abord, notre établissement ne s'est pas prononcé sur les méthodes exactes à utiliser pour, en fait, démolir les bâtiments concernés. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que les polices d'assurance qui couvraient les objets mobiliers, naturellement, pour autant que les objets soient assurés, rembourseront l'ensemble des objets qui ont été touchés. Sans doute. Cela étant, c'est la loi, puisque tout le monde est obligé, téléspectateur, de souscrire une assurance incendie pour son propre ménage. Mais il y a des personnes là qui étaient dans des situations assez modestes, peut-être n'ont-elles pas une assurance suffisante, donc c'est encore un problème. Néanmoins, il y a aussi des personnes dans ces immeubles qui, malgré tout ce qui leur est arrivé, étaient heureuses à Gilles-Amont-Village et qui souhaitent même y retourner. Écoutez-les. Je regrette énormément mon décor parce que j'adorais cette chaleur de bois. Alors, d'ailleurs, ça m'a fait... De toute façon, dès que mon appartement est reconstruit, je m'inscris pour revenir. Moi, je serais prêt à rentrer une fois que tout sera contrôlé et supervisé par des gens compétents qui viendront sur place, parce que personne n'est venu regarder les travaux qu'il y a à faire, personne. Vous accepteriez donc de rentrer de nouveau si toutes ces choses étaient... Ce qui me concerne, c'est exclu. Alors, s'il faut y retourner quelques jours, quelques semaines, parce qu'on n'a pas le choix avant de trouver un autre appartement, d'accord, mais je partirai de là-bas, ça c'est sûr, quoi. Et puis à quelles conditions vous allez partir? Vous allez rechercher un appart? Comment ça se passe avec la garde? Je crois qu'on n'a pas trop le choix. Hein. Moi, j'ai mon bail qui finit au mois d'octobre, donc on est embêtés, quoi. On est obligé d'attendre la fin du bail, ou comme a dit M. Haguet maintenant, qu'il faudrait avoir peut-être un certificat médical avec une lettre de congé, vérifié et tout le tralala. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Disons que de toute façon, ce sera mes frais, hein. Ça c'est bien sûr, bien clair. Ça m'embête beaucoup parce que c'est un appartement que j'adore. J'étais bien chez moi et ça me désole, quoi. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens, de locataires qui sont tristes de ça, quoi. Vous ne retournerez pas à cause de ce qui s'est passé? Ouais. Moi, j'étais sur place quand c'est arrivé et je peux vous dire que je suis quand même assez choquée, quoi. J'ai donné, quoi. Voilà, on peut peut-être dire au passage, vous avez reconnu M. Salim, donc c'est chez lui que le feu a pris, même cela, le drame qu'il a vécu, lui, si on reconstruit, il est prêt éventuellement, même certainement, à faire acte de candidature pour retrouver un appartement. Voilà, mais il y a aussi les personnes, on ne les a pas recensées, mais qui depuis longtemps affirmaient ne pas se sentir en sécurité dans ces immeubles de Gilles-Amont. Voici un document. On se trouve chez moi, à Gilles-Amont 66. Je suis arrivée au début de la construction, donc le 1er juillet 95. Je veux dire que le concept plaisait, parce que par rapport à la surface, c'est vrai que c'est joli, mais par rapport à la sécurité, on n'était pas tranquille. Christophe, mon fils, on a souvent des mégots, hein, puisqu'on habite au rez-de-chaussée.
Puis je parlais de déménagement à plusieurs personnes. Je commençais à me dire, il ne faut pas rester là. Et puis j'ai dit à Christophe, il m'a dit, mais écoute, il y avait un mégot sur le bord de ma fenêtre. J'ai dit, écoute Christophe, c'était une semaine avant, j'ai dit, Christophe, il faut qu'on s'en aille d'ici, parce qu'un jour ça va flamber. Et si ça flambe de nuit, on n'aura même pas le temps. J'ai dit... Et voilà, et je parlais à une copine qui s'appelle Franca le jour où ça a commencé à flamber, mais j'étais à la Migros à 4 heures. J'étais en train de parler de mon envie de déménager à cause des conditions de sécurité. Et vous imaginez quand je suis arrivée ici avec mon gamin et que ça s'est passé, que c'était là, vivant, c'était l'horreur, c'était l'enfer et tout. Tout était confirmé de ce que du malaise qu'il y avait déjà comme ça. Tout s'est confirmé. Voilà, c'est un témoignage. Il y a aussi d'autres locataires qui, eux, ont décidé de déménager, mais qui considèrent qu'on met un peu des obstacles, soit administratifs, dans les personnes qu'elles doivent rencontrer, on les balade un petit peu en différents services d'Istel, ou des obstacles de nature financière, puisque les 6 mois de compensation de salaire, de loyer, entre un appartement à 900 francs, comme c'était le cas dans certains de ces duplex, ou à 1500 francs, comme on leur propose aujourd'hui, pendant 6 mois, ils paieront 900 francs, mais qu'adviendra-t-il ensuite? Une victime nous en parle. Madame, vous habitez à Gilamont Village, vous allez avoir l'autorisation de retourner bientôt chez vous, votre appartement n'a pas été détruit, dans quelles conditions vous allez le faire? Écoutez, dans les conditions de beaucoup de méfiance, on n'est pas du tout contente de devoir être obligée à retourner, ce qui fait que les mesures de sécurité qui vont installer en ce moment, ça nous dit rien du tout, parce qu'avant aussi il y avait toutes les mesures possibles, imaginaires. Alors moi, ce que je veux dire, c'est la seule chose que j'aimerais, c'est que les gens sachent qu'ils ont affirmé à la télé et partout que les gens qui n'étaient pas avec la maison détruite, si par exemple ils voulaient quitter sur le champ, il n'y aurait pas de problème. Alors maintenant, en venant à la réunion, on voit que ça tient pas debout. C'est ça qui me met en colère, parce que nous, on n'a plus confiance, on a des enfants en bas âge, on aimerait bien dormir tranquille. Et je me vois vraiment mal sauter au 4e étage, comme j'ai vu des gens malheureusement vivre ça. Toute cette image me reste dans la tête, je ne me vois pas dormir tranquillement. Pour ça, j'aimerais tout de suite quitter. La seule chose qu'on demande, c'est qu'ils nous laissent partir. Mais on voit que les gens, c'est-à-dire, ils ne tiennent pas parole. Ils nous disent une chose, le lendemain, c'est pas du tout ça. Et j'aimerais bien que les gens ils sachent que ces gens-là, ils promettent. Ils nous ont beaucoup aidés. C'était pas cher les loyers, tout à fait, d'accord. Mais maintenant qu'ils nous laissent vivre tranquillement, que chacun essaye de trouver autre chose, qu'ils se débrouille ailleurs. C'est ça qu'on demande, pas autre chose, pas d'aide financière autrement, mais qui nous libèrent les cautions, qui nous laissent partir et qui relouent les appartements puisqu'ils sont si sûrs maintenant. C'est tout. C'est tout. Alors, juste avant de donner la parole à M. Courtolésis, qui ne se manquera pas d'essayer de répondre à toutes ces questions, on va vous donner encore un petit document pour éventuellement donner une piste ou même rassurer. C'est justement dans une émission de Vous Ici du 26 février, le président de la coopérative et municipale, Pierre Haguet. Écoutez-le. Voilà, Monsieur Haguet, est-ce que vous comprenez la réaction de certaines personnes qui ne veulent absolument plus, quoi qu'il arrive, revenir dans ces bâtiments? Tout à fait, je comprends bien qu'après avoir vu... Alors, le mot « enfer » est vraiment le mot qui convient, parce que j'ai vu ces images avec M. Deberville ce matin, c'était vraiment le film catastrophe. Alors, je comprends que des gens soient traumatisés et aient peur. Alors, ma foi, le problème est le suivant, c'est-à-dire qu'avec l'aide des pouvoirs publics qui subventionnent ces bâtiments, avec l'aide de l'ECA qui assumera ses responsabilités, on va bien sûr les aider. Et notre responsabilité est de les reloger là où ils étaient. Alors, ils vont peut-être, étant donné ce traumatisme ou cette peur, chercher à aller habiter ailleurs. Dès qu'ils auront trouvé, on va les laisser aller. Et on ne va pas exiger, comme ça peut se faire dans certaines gérances, qu'ils restent là jusqu'à la fin de leur bail. Ça, c'est sûr. Alors, M. Courtolésis, voilà un témoignage d'un municipal, mais enfin, sur ce que disait la dame précédemment, elle vous accuse quand même de les balader un petit peu. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est un cas particulier? Non, le terme balader est absolument infondé. Pour répondre alors aux préoccupations de cette dame, je peux dire et affirmer, et cela d'ailleurs a été fait d'entente entre la municipalité et la société propriétaire, les locataires qui, pour des raisons de choc psychologique et de vécu pénible suite aux événements, ne souhaitent pas rester sans libérer de toute contrainte liée au bail à loyer.
Alors sur ce plan, une petite question, je crois que si je suis bien informé, la garantie de loyer qui est exigée pour tout le monde, c'est une part de la coopérative. En fait, les locataires, qui sont les copropriétaires, en fait, ont acquis des parts sociales qui correspondent schématiquement aux garanties que quiconque doit verser lorsqu'il entre dans un appartement. Voilà. Et il est bien clair que c'est pas de l'argent séquestrant qu'on peut placer en garantie d'un nouveau loyer ailleurs. Si, mais non, bien sûr, quiconque s'en va, quelles que soient les circonstances du départ, se voit rembourser l'argent constituant les parts sociales. D'accord. Et cet argent sera remboursé à ceux qui le demandent. Il sera remboursé à ceux qui veulent s'en aller, bien sûr. Et sans délai. S'ils donnent par leur exemple, fin décision, mars. s'ils expriment leur volonté de s'en aller d'ici la fin du mois, ils s'en vont sans contrainte liée au bail à loyer, et sous réserve de la visite habituelle de l'appartement, et se voient rembourser l'argent qu'ils ont versé pour leur part sociale. Je crois que c'est une déclaration ça, c'est ferme clair, et tout le monde a été informé, à part quelques lettres qui nous sont venues en retour, il y a 3 jours de cette mesure. Et à votre connaissance, vous avez déjà un inventaire des personnes qui veulent partir, de celles qui veulent rester, vous savez, à peu près en proportion? Prioritairement, pour répondre à cette question précise du relogement, nous avons voué alors tous nos efforts avec la gérance du propriétaire à reloger les personnes sinistrées totalement, c'est-à-dire celles qui ont tout perdu. C'était prioritaire. Et celles-là sont pratiquement toutes relogées. Donc, pas seulement on parle du panorama, on ne parle plus du panorama. Donc, on va trouver un appartement. Relogé dans un nouvel appartement. Donc les habitants des 3 immeubles démolis. Les 3 immeubles démolis, c'est-à-dire ça fait 21 ménages, ou familles. Toutes ces personnes, à quelques exceptions près, sont relogées. Les exceptions sont les exceptions malheureuses, c'est-à-dire c'est les 3 personnes qui sont encore à l'hôpital, bien sûr. En tout cas 2 et une qui va sortir, comme vous le disiez tout à l'heure. Et une personne qui se trouvait à l'étranger lorsque ces événements sont arrivés et qui s'est présentée à nos bureaux hier et qui, évidemment, vous imaginez sa surprise. D'autres personnes, qui sont des personnes qui vivent seules, sans problème, peuvent trouver des logements dans des immeubles communaux. En tout cas, les places leur sont réservées. Ils peuvent prendre contact avec nous, soit avec la gérance communale. Est-ce que c'est des loyers qui sont comparables ou sont plus élevés considérablement? Alors, si c'est dans des logements communaux, c'est comparable. Il n'y a aucune différence de montant du loyer dans ces logements communaux. Donc la personne qui nous a témoigné qui payait 1 500 francs, évidemment, c'est peut-être pas alors un immeuble. Alors pour les autres, 2 catégories, de nouveau, ceux qui ont tout perdu. Ceux qui ont tout perdu, évidemment, ils ne vont pas retrouver un loyer correspondant à celui qu'ils payaient dans le logement de Gilamont Village, c'est-à-dire logement subventionné. Alors pour cela, la société coopérative a anticipé et a effectivement décidé que ces personnes-là, donc les 21 ménages, si elles avaient une différence de loyer entre l'actuel et le futur, il était pris en charge par la coopérative. Pendant combien de temps? Pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Alors, qu'est-ce qui va se passer au terme des 6 mois? Alors, ceux qui veulent retourner, la question sera examinée, et je n'ose pas anticiper sur la réponse, mais j'imagine avec quelque bienveillance si les personnes retournent. Celles qui ne retournent pas à Gilamont, la question pour l'instant n'est pas réglée. À la limite, elles font un choix. D'accord. Donc, si je résume, actuellement, sur 21 ménages sinistrés qui ont tout perdu, il y en a 18 qui sont relogés. Et 3, on a compris pour des raisons que vous avez expliquées. Donc, tout à fait. Et puis, les 6 autres bâtiments qui restent. Les autres. Voilà. Alors, les autres peuvent partir aux conditions que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire en application de manière extrêmement souple, ou voire par application du tout du droit du bail, d'ici la fin du mois. Les autres retournent et peuvent retourner. D'accord. Ou alors, après, comme le disait très opportunément cette dame, ils peuvent refaire l'expérience de la vie de nouveau dans cet immeuble. Et il est à penser, à mon avis, et nous en avons la preuve d'ailleurs, que beaucoup sont revenus sur la première idée liée au drame de ne pas retourner. Voilà. La majorité veulent retourner. Je dirais même que certains ont saisi l'opportunité du départ de certains locataires pour reprendre leur appartement. Donc je pense que ce sera une minorité de gens qui ne voudront plus retourner. Très bien, mais en tout cas, ils sont assurés de pouvoir trouver des conditions comme vous nous avez expliqué. Monsieur Pernoud, revenir chez soi comme Monsieur Salim, on l'a vu, donc le locataire de l'appartement où le feu a pris, on entend dire, mais moi je retourne volontiers. Alors la question se pose maintenant, la reconstruction au milieu de ces 6 bâtiments qui restent, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas en 6 mois qu'on va reconstruire. Alors, le problème de la reconstruction, de l'étude du problème, appartient exclusivement à la société coopérative, propriétaire. Mais la municipalité, quand même, son mot à dire. La municipalité, elle donnera son avis sur la base des dossiers qu'on lui présentera.
évidemment. Et à votre connaissance, est-ce qu'il y a déjà un choix qui est fait par la coopérative de reconstruire quelque chose, en tout cas, peut-être plus sécuritaire, mais enfin... Alors, je ne sais pas s'ils en sont déjà au stade du choix. En tout cas, ils en sont au stade des réflexions, certainement. Très bien. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Nous espérons vous avoir informé que, bien sûr, avec ces documents assez saisissants de Mme Sellotti, vous avez vu surtout la grande question qui reste ouverte, c'est celle de savoir pourquoi le feu s'est propagé à une telle vitesse. Et je pense que là, il faut bien entendu, avec prudence, attendre les conclusions, tant de l'expertise commandée par l'ECA que celle du juge Raymond, qui est en charge du dossier pénal. Voilà, mesdames et messieurs, encore 2 informations pour vous dire que l'Illustré fait sa une cette semaine avec l'incendie. Ça montre que ça en écho, malheureusement, au-delà de la région. Et puis une information plus optimiste et sympathique, c'est vous dire que des jeunes se solidarisent à leur tour. S'ils l'ont déjà fait, c'est le RKC et l'Association de la Fermentée qui organise de vendredi soir, 19 mars, un concert avec DJ, etc., pour faire vibrer tous les jeunes de la nuit et bien sûr avec une totalité de bénéfices reversés au profit des sinistrés du Gilamont Village. Merci beaucoup, bonsoir madame, bonsoir monsieur.